Cette semaine, on va parler de surveillance généralisée. Que ce soit aux USA avec Palantir, ou en France avec le contrôle de sites, de réseaux sociaux, ou carrément des interrogatoires d'influenceurs. Bienvenue, vous êtes sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Palantir, l'entreprise américaine de Peter Thiel, a signé un contrat majeur avec le gouvernement américain. Créé en 2003 par Peter Thiel, donc cofondateur de PayPal, l'objectif initial de Palantir est d'offrir des outils d'analyse de données massives pour lutter contre le terrorisme. Les financements initiaux de Palantir Technologies proviennent en partie de la CIA via son fonds d'investissement appelé In-Q-Tel. In-Q-Tel est un fonds de capital risque créé en 1999 par la CIA et ayant pour but d'investir dans des startups technologiques innovantes pouvant être utiles aux agences de renseignement américaines. Maintenant, concernant les clients de Palantir Technologies, on y retrouve des agences gouvernementales, notamment dans les domaines du renseignement, de la sécurité intérieure, de la défense ou encore de l'immigration. Aux États-Unis, on retrouve donc le Pentagone ou le département de la défense, le DoD. Palantir fournit des outils d'analyse de données à l'armée américaine, donc la US Army ou les Marines, le commandement des opérations spéciales, comme la SOCOM, ou l'US Space Force. Il y a aussi, évidemment, parmi ses clients, la NSA, pour National Security Agency. Bien que les détails soient classifiés, plusieurs rapports et enquêtes, notamment via The Intercept et Wikileaks, mentionnent une collaboration étroite avec Palantir dans le cadre de programmes de surveillance. Il y a aussi l'ICE, pour Immigration and Customs Enforcement. Palantir a développé des logiciels pour identifier, suivre et localiser des migrants en situation irrégulière. On retrouve aussi le FBI avec la plateforme Gotham, oui, comme Batman, qui sert à agréger des données d'enquête, traquer des suspects et croiser des bases de données. Enfin, on retrouve la CIA, le DHS ou le TSA. En effet, plusieurs agences de renseignement et de sécurité intérieure utilisent des logiciels de Palantir pour l'analyse prédictive, la lutte antiterroriste et le filtrage des données biométriques. Mais Palantir a aussi également des contrats avec le HHS, qui est l'équivalent du ministère de la Santé américain, et notamment le CDC pour Centers for Disease Control and Prevention pendant la pandémie. Mais Palantir ne travaille pas uniquement avec le gouvernement américain, mais aussi avec l'Union européenne et ses États membres. En effet, la Commission européenne, le gouvernement allemand, français ou encore celui du Royaume-Uni ont testé ou utilisé des outils de Palantir, notamment dans des cadres de lutte contre le terrorisme, de gestion des flux migratoires ou de veille sanitaire. Mais alors, quelles sont les révélations récentes ? Une enquête du New York Times de juin montre que Palantir joue un rôle central dans une plateforme de surveillance fédérale, alimentée par la base de données DOGE. Palantir croise des données privées, biométriques, fiscales, judiciaires pour créer des profils et anticiper des comportements, dans une logique de pré-crime. On parlerait d'un contrat estimé à 1 milliard de dollars et financé par l'État fédéral. Wikileaks, à partir de 2013, avait déjà révélé des connexions entre Palantir et la surveillance domestique américaine. Whitney Webb, une journaliste indépendante, a documenté en profondeur les liens entre Thiel, Palantir, la CIA et le programme de Total Information Awareness. Palantir est défendu comme une simple technologie d'organisation des données. Pourtant, cette technologie centralise des pouvoirs de surveillance sans précédent. Il y a un risque majeur de surveillance accrue des citoyens au nom de la sécurité. Sauf qu'il y a aussi un piège politique. Palantir est rattaché à l'aile trumpiste via Peter Thiel, ce qui fait que les pro-Trump vont soutenir l'entreprise par loyauté à Trump, alors qu'en plus c'est plutôt éloigné du discours anti-élite de Donald Trump. En résumé, Palantir est plutôt très opaque. Ses contrats sont souvent confidentiels et rarement divulgués. L'entreprise vend des outils d'agrégation, de visualisation et d'analyse prédictive, capables de croiser des données sensibles, parfois sans contrôle judiciaire clair. Les libertariens américains, les ONG de défense des droits civiques et certains lanceurs d'alerte y voient une menace pour les libertés individuelles et la vie privée. Le Mises Institute, de son côté, critique vivement l'entreprise comme parasite du secteur public et parle de danger contre le 4e amendement américain sur la protection des fouilles sans mandat. Vous avez certainement vu passer ce truc-là. Évidemment sur Twitter ou un site d'information. On va ajouter un petit peu de contexte et surtout expliquer les problèmes qui se posent.
En mai 2024, la loi SREN, pour sécuriser et réguler l'espace numérique, a donné à l'État de nouveaux pouvoirs, lui permettant de bloquer les sites X qui ne vérifient pas l'âge des utilisateurs. Plusieurs plateformes ont été retirées du territoire français pour non-conformité. La députée Louise Morel a salué cette mesure et propose même de l'étendre au niveau européen. Alors c'est une excellente pub pour les entreprises qui commercialisent des VPN, mais du coup, quel est le souci derrière cette régulation ? En dehors du fait que c'est une régulation, donc c'est toujours plus d'État, toujours plus d'autoritarisme, et que c'est une intrusion supplémentaire de l'État dans notre vie privée et dans l'éducation des enfants. Car c'est le rôle des parents de vérifier la consommation de leurs enfants. Et d'ailleurs, il existe déjà des outils qui permettent de surveiller tout ce qui se passe sur le téléphone d'un enfant, par exemple. En fait, l'autre souci vient de la technique poussée par l'État pour contrôler l'identité sur ces sites. Pour cela, je vais m'appuyer sur l'article d'un chercheur en cybersécurité. Le lien est en description, évidemment. Cette technique, c'est le double anonymat. La CNIL, via son laboratoire Link, a proposé un protocole dit à double anonymat pour concilier contrôle d'accès et respect de la vie privée. De manière simplifiée, le protocole de Link fonctionne de la manière suivante. L'utilisateur, appelé le client, reçoit un challenge du site qu'il veut visiter, appelé Origin. Il le transmet à un organisme de confiance, appelé issuer, qui va donc vérifier l'âge du client. L'issuer renvoie donc une preuve cryptographique que le client renvoie au site. Le site ou l'origin peut alors vérifier que l'utilisateur est majeur, sans connaître son identité ni celle de l'issuer. Sur le papier, c'est très bien, sauf que en réalité, les failles sont nombreuses. Tout d'abord, il y a un risque de désanonymisation. En cas de collusion entre les acteurs, donc l'État, le site ou l'autorité, l'utilisateur peut être identifié malgré les protections. Le protocole permet même à l'État d'isoler certains groupes d'utilisateurs et de les tracer dans le temps. Aussi, il y a une collecte implicite de données sensibles. L'usage répétitif de ces preuves peut révéler des comportements addictifs, car là on parle de jeux de hasard, d'alcool ou de pornographie. Ce sont donc potentiellement des données de santé. Enfin, l'interactivité du protocole est risquée. À chaque connexion, l'utilisateur doit obtenir une autorité d'accès en temps réel, via une vérification externe. Cela implique un aller-retour immédiat entre plusieurs serveurs, celui du site visité, du tiers certificateur et de l'autorité. C'est ce qu'on appelle l'interactivité du protocole, une séquence d'échanges techniques obligatoires à chaque tentative d'accès et qui lie l'utilisateur au service en direct. Sauf que ça va lier l'adresse IP d'un utilisateur à son comportement en ligne et sa session de navigation. Des éléments qui, combinés, peuvent suffire à identifier indirectement un utilisateur. Alors qu'il existe des alternatives, et notamment le protocole Privacy Pass. Privacy Pass est un protocole d'authentification anonyme, développé par un groupe d'acteurs reconnus comme Cloudflare, Mozilla, Apple, Google ou encore le projet Tor, et sous l'égide de l'IETF, l'organisme qui standardise l'Internet. Privacy Pass fonctionne comme un système de jetons anonymes vérifiables. Concrètement, l'utilisateur ou le client va passer un test ou remplir un critère auprès d'un attesteur, en l'occurrence pour vérifier son âge. Un issuer délivre alors un ou plusieurs jetons cryptographiques, attestant que le critère est bien rempli. Le client peut ensuite utiliser ces jetons quand il le souhaite, pour accéder à des sites web sans avoir à se réauthentifier à chaque fois. Cela réduit fortement les risques de lien entre l'identité de l'utilisateur et le site consulté. Et grâce à des techniques cryptographiques comme le masquage ou blinding, l'émetteur du jeton ne sait pas pour quel site il sera utilisé, et le site web ne peut pas savoir qui a demandé ce jeton. L'auteur de l'article conclut en disant que le protocole français échoue à garantir l'anonymat des utilisateurs. Il pourrait même exposer davantage la vie privée qu'un simple site sans contrôle d'âge. Et dans le cadre d'un usage étendu, comme pour la vaccination, le revenu, le genre ou autre, cela ouvre la voie à une société de fichage à grande échelle. Mais le contrôle sur Internet s'étend aussi maintenant aux réseaux sociaux. Toujours dans le cadre de la loi SREN, les grandes plateformes, comme X, TikTok ou Meta, doivent maintenant supprimer rapidement le contenu haineux ou violent, bannir les auteurs de cyberharcèlement et s'exposent à des risques de sanctions financières si elles ne modèrent pas efficacement. Dans ce contexte, des influenceurs très suivis ont été convoqués à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une commission d'enquête sur l'impact des réseaux sociaux sur les mineurs. Parmi eux, Alex Hitchen, influenceur masculiniste, Adé Laurent, acteur X et vidéaste TikTok, Nasdaq, créateur Snapchat et YouTube, et Julien et Manon Tanti, stars de télé-réalité. Le compte TikTok de Adé Laurent a été désactivé mi-mai, à la suite d'un signalement de la ministre Aurore Berger. Celui de Alex Hitchen a été supprimé le 12 juin 2025, 2 jours après son audition. Aussi, la France envisagerait de vérifier l'identité des utilisateurs de X. Et là, je parle de Twitter. Bon, on a aussi Marine Tondelier qui propose carrément d'interdire X, certainement parce qu'elle en a marre de prendre des notes de la communauté.
Mais c'est pas fini parce qu'apparemment, ça ne concernerait pas que X, mais aussi Blue Sky, Mastodon et Reddit. En réalité, pour Mastodon, ça va être compliqué vu que c'est décentralisé. Et sinon, si vous cherchez un réseau social décentralisé et résistant à la censure, vous avez Nostr. Nostr, c'est un protocole ouvert et décentralisé, conçu pour la communication libre et qui est utilisé par des réseaux sociaux décentralisés comme Damus, Amethyst ou encore Iris. Jack Dorsey, l'ancien patron de Twitter, a rejoint Nostr et aide au financement de son développement. Si vous voulez vous y mettre, on vous conseille le site nostr.fr. On vous met le lien en description ainsi que l'adresse publique du média libre sur Nostr. Mais est-ce que le gouvernement français peut-il aller encore plus loin sur le contrôle du web ? Le 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, adoptée le 29 avril dernier. La majorité de la loi est jugée conforme. Ainsi, 32 articles sur 38 ont été validés. Dans les articles non validés se trouvait l'article 15, qui voulait permettre l'analyse automatisée de toutes les URL visitées pour détecter des comportements suspects. Cet article a été rejeté pour atteinte disproportionnée à la vie privée. Donc pour l'instant, on évite le pire de cette loi. Mais il ne faut pas oublier que nos politiques, que ce soit à gauche avec pour excuse les contenus haineux, la droite avec elle pour excuse le narcotrafic ou le terrorisme, ou même le centre avec la protection de la jeunesse contre les violences des réseaux sociaux et des jeux vidéo, nos libertés sur Internet sont de plus en plus attaquées. Et si pour l'instant vous avez l'impression d'être hors de portée car vous n'avez rien à vous reprocher, l'État trouve toujours des excuses pour contrôler n'importe quel réseau social, messagerie privée ou quasiment n'importe quel site web. Pour résumer, on a des lois de surveillance, on a des interrogatoires parlementaires, on a des blocages de sites, des suppressions de comptes, bref, une censure et un contrôle du web. L'État français, sous couvert de bonnes intentions, met en place une restriction de la liberté d'expression, un contrôle renforcé de nos données numériques et les fondations d'une surveillance généralisée d'Internet. Et si vous pensez qu'on part dans des délires complotistes, je vous invite à vous renseigner sur l'affaire Snowden. Il y a le film Snowden qui est très bien pour ça. Et dites-vous que sans l'anonymat, c'est moins de contenu politique, moins de lanceurs d'alerte ou même juste de groupes de parole libres. Et ce, quelle que soit l'idéologie. Au passage, si vous cherchez un bon VPN, nous, on vous conseille Nîmes. Et non, ce n'est pas un partenariat ou je sais pas quoi. Nîmes VPN, c'est pas un VPN classique au sens strict. Alors il propose un VPN classique avec une implémentation de WireGuard pour une utilisation quotidienne, navigation, streaming, contournement de restrictions géographiques ou encore protection contre les Wi-Fi publics. Mais le cœur de Nîmes, c'est le réseau Mixnet, qui est un réseau décentralisé qui désynchronise et fait rebondir ton trafic à travers plusieurs nœuds, et aussi ajoute des délais aléatoires. Résultat, aucun serveur ne peut savoir qui tu es ni ce que tu fais, même avec une analyse temporelle comme peut le faire la NSA ou un FAI. C'est une alternative renforcée, pensée pour les cas de surveillance étatique, de journalisme et de lanceurs d'alerte. Mais par contre, c'est plus lent à l'utilisation et plus technique. En tout cas, Nîmes, c'est open source et c'est plutôt compétitif en termes de prix. D'ailleurs, pas de KYC pour le paiement et vous êtes même encouragé à payer en crypto avec une réduction de 50%. On vous met le lien en description avec notre code promo. C'est faux, il n'y a pas de code promo, c'est pas NordVPN. Côté crypto et bourse, Circle a été introduit en bourse. L'émetteur du stablecoin USDC a réalisé une introduction en bourse plutôt très réussie à la bourse de New York, levant 1,05 milliard de dollars avec une valorisation de 5,65 milliards. Cette opération marque une étape d'institutionnalisation des crypto-monnaies. Nouvelle rubrique dans Actu Libre. Maintenant, on va essayer de vous proposer des petites informations liées à la science ou la technologie. On veut éviter de parler uniquement de sujets déprimants comme la surveillance généralisée. Cette semaine, au Japon, du sang de synthèse a été fabriqué. Face à la baisse des dons de sang et au vieillissement de la population, le Japon développe un sang artificiel universel, utilisable immédiatement et sans test de compatibilité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Surtout, c'est très important pour le référencement. N'hésitez pas à regarder les liens en description. On a cité des outils qui sont un peu techniques, comme Nostr, donc si vous voulez une vidéo dédiée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Média Libre. Free audio post-production by alphonic.com